Il est 16h47 sur l'antenne d'ITélé. Nous recevons aujourd'hui Jean-Charles Brizard, qui est spécialiste et consultant en matière de terrorisme. Bonjour. Nous allons parler avec vous de cette intervention française au Mali qui est en train de prendre plus d'ampleur. Mais les djihadistes aussi font montre de leur capacité de nuisance puisqu'ils ont pris la ville de Diabali. Surtout, ces islamistes menacent maintenant de s'en prendre directement à la France. Qui sont-ils, ces groupes qui opèrent en ce moment dans le nord et qui progressent donc vers le sud? Et quelle est d'ailleurs leur capacité de nuisance sur le sol français? Alors on a une scène djihadiste dans le Nord Mali qui est assez hétéroclite. Il y a des groupes terroristes identifiés comme tels, Al-Qaïda au Maghreb islamique, que l'on connaît depuis longtemps, qui a déjà sévi en France sous un autre nom. C'est le GIA, c'était le groupe salafiste pour la prédication et le combat, et puis qui 2006, on le sait, a rallié le djihad mondial d'Osama Ben Laden sur le plan idéologique, qui a beaucoup de moyens, puisqu'il pratique la politique de la prise d'otages avec rançon, et ça lui apporte des fonds très importants. C'est un des groupes aujourd'hui terroristes les plus riches au monde, sans doute, grâce à cela. Donc ça lui permet d'obtenir, bien sûr, du matériel moderne, de l'armement, des moyens de communication également. Donc c'est un véritable groupe terroriste et c'est la principale menace aujourd'hui, de l'extérieur en tout cas, qui viserait le territoire français. Et ce sont eux qui détiennent 4 de nos otages, les employés d'Areva. Exactement. C'est plusieurs brigades de cette organisation qui détiennent nos otages dans le Sahel. C'est également une organisation qui a tué des Français dans le passé, il ne faut pas l'oublier, en Mauritanie, ou des otages, effectivement. Ensuite, il y a le Moujao. Moujao est une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a été formée pour des besoins purement locaux, qui est actif uniquement sur le Nord Mali jusqu'à présent, qui pratique la même stratégie qu'AQMI, puisqu'ils enlèvent des Occidentaux. Ils ont enlevé un Français, ils ont revendiqué l'enlèvement d'un Français à l'ouest du Mali il y a quelque temps. Et puis ensuite, on a des mouvements un petit peu hybrides, enfin qu'on croyait comme tels, notamment en Sardine, qui est composé majoritairement de Touaregs, qui a progressé, notamment qui a pris la ville de Tombouctou grâce à Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui ensuite, depuis quelques mois d'ailleurs, a tenté de jouer les médiateurs politiques, a tenté de s'afficher comme vitrine politique des mouvements islamistes du Nord Mali. Il a pratiqué, alors non seulement sur le terrain, il appliquait une charia rigoureuse, en commettant des sévices au même titre que les autres groupes islamistes actifs sur ce sol, mais il négociait donc avec l'Algérie et Burkina Faso pour tenter d'obtenir un règlement politique dont on ne voyait pas d'ailleurs bien les contours. Aujourd'hui, on voit clairement le vrai visage de ce groupe puisqu'il est au premier rang, il est sur la ligne de front en train de combattre contre les forces maliennes et françaises. Les rebelles Touaregs du MNLA qui se disent prêts à intervenir aux côtés des forces françaises, est-ce que c'est symbolique? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'intervention sur place? C'est important, c'est un mouvement qui, d'abord, c'est le mouvement initialement qui a établi les premières revendications sur le territoire de l'Azawad, donc le Nord Mali. C'est un mouvement très important qui rayonne au Mali et qui peut effectivement apporter, mais plus sur le plan politique que sur le plan militaire, un soutien véritable à l'engagement actuel. Alors, on va parler du plan Vigipirate qui a été renforcé. Il n'est pas écarlate, mais il est passé à rouge renforcé, ce qui en soi est assez exceptionnel. Quelle est donc leur capacité de nuisance à tous ces groupes? On parlait d'AQMI, évidemment, qui a des relais traditionnels, mais est-ce que les autres aussi peuvent frapper sur notre sol? Non, alors les autres, on l'a vu, sont des mouvements purement régionaux, puis qui se sont créés, constitués il y a seulement une année, donc ils émergent seulement. En revanche, ce qu'on sait, par exemple, c'est que AQMI, depuis 2001, on a, en France en tout cas, démantelé une trentaine de réseaux ou de cellules de soutien logistique, matériel, financier, et également des cellules, des réseaux de recrutement au profit de ce groupe. Donc on sait qu'ils ont des relais en Europe et particulièrement en France. Donc ils pourraient éventuellement, ils ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais pu le faire jusqu'à présent, mais ils pourraient le faire à la faveur effectivement de cette situation un petit peu paroxystique, ou de tension extrême sur le terrain. Ce qui est en revanche plus à craindre de la part de ces groupes, c'est plus des actions qui viseraient les intérêts français et les ressortissants français en Afrique. Et d'ailleurs depuis 48 heures, on voit sur les forums djihadistes très clairement fleurir non seulement il y a des adresses des ambassades qui sont publiées, des noms d'hôtels également qui sont donnés où stationneraient des troupes françaises. Donc voilà, tout ça crée un contexte local qui est susceptible de donner lieu à des actions de terrorisme, de représailles. Et là, les services de renseignement français sont évidemment plus que jamais mobilisés. Comment est-ce qu'ils peuvent justement d'abord surveiller les réseaux sociaux, surveiller tous les échanges de communication qui se font? Quels sont leurs moyens pour prévenir cette menace terroriste? D'abord, ils surveillent les réseaux djihadistes, c'est-à-dire l'islam radical djihadiste en France, et ceux qui pourraient effectivement verser vers le terrorisme, puisque ces
groupes, et c'est intéressant d'ailleurs, ces groupes terroristes, depuis 24 heures maintenant, appellent non seulement à des actions contre la France sur le sol africain ou en France, mais ils demandent surtout l'émergence de nouveaux Mohamed Merah, comme ils le disent eux-mêmes. Ça veut bien dire qu'ils souhaitent... Le nom de Mohamed Merah est cité dans ces échanges. Est cité par ces groupes. Ça veut bien dire que, ils font référence au loup solitaire, bien sûr, que n'était pas d'ailleurs Mohamed Merah, mais peu importe. L'idée, c'est vraiment une menace intérieure. Bien sûr, ces groupes n'ont pas la capacité, si vous voulez, de se projeter, de venir en commando, par exemple, frapper la France. Donc, ils comptent effectivement sur... Des individus qui se trouveraient déjà sur notre sol. Mais concrètement, sur la menace qui pèse sur les ressortissants français dans la sous-région, on sait que les troupes françaises à Bamako vont protéger les ressortissants français. On imagine qu'ils ont été regroupés. Mais est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir des enlèvements de Français, par exemple, en Mauritanie ou au Niger ? Bien sûr, parce que ça concerne non seulement le front malien, enfin la zone en tout cas, en tant que telle, donc dans tous les pays limitrophes, par définition. On a vu dans le passé les enlèvements de Français, d'ailleurs dans plusieurs pays, pas simplement au Mali, comme vous le savez. Et puis par ailleurs, il y a la situation en Somalie, qui est extrêmement tendue aussi à la suite de l'assaut français. Donc là aussi, il y a une situation particulière, avec là aussi des menaces de représailles sur les intérêts et les ressortissants français. Et le risque, alors il est encore un peu tôt pour parler d'enlisement, mais enfin en tout cas, le risque que cette intervention ne dure, est-ce que ça aussi, ça multiplie la menace, parce que ça pourrait créer des vocations dans le temps, quoi. Voilà, c'est le principal risque d'ailleurs qu'on voyait à cette opération au Nord-Mali, c'est l'enlisement, c'est-à-dire la capacité pour ces groupes à se renforcer grâce à des apports extérieurs en hommes, en armes. On a déjà vu ça, on a déjà observé des mouvements, des afflux de combattants provenant même jusqu'au Pakistan. Donc ça, c'est le principal risque. Et pour prévenir ce risque, il y a non seulement le fait qu'il faille mener une attaque, si vous voulez, décisive et rapide surtout, il y a le fait également que les pays limitrophes doivent absolument boucler leurs frontières pour ne pas permettre à ces groupes de trouver refuge dans d'autres pays. Merci beaucoup Jean-Charles Brizard pour votre éclairage sur toutes ces questions aujourd'hui.